auditeurs de la radio des défis, bonsoir. Nous sommes le dimanche 14 juillet 2019 et il est 18h, heure de votre émission Savoir politique. Immense plaisir pour nous de vous retrouver pour démocratiser à nouveau pendant 52 minutes le savoir politique. La société est comme un navire, tout le monde doit contribuer à la direction du gouvernail, disait Henrik Ibsen. Daniel Bougnoux insiste également sur l'articulation démocratie-médias. Le gouvernement élu représente le peuple souverain et agit en son nom. Les médias permettent, dans l'intervalle de 2 élections, de continuer à faire entendre l'opinion du peuple auprès du pouvoir en place. Cette fonction essentielle qu'assument les médias a amené Edmund Burke, homme politique et écrivain britannique, à utiliser pour la première fois l'expression « quatrième pouvoir ». Comment les médias influencent-ils le jeu politique dans les systèmes démocratiques? Quelles sont les opportunités et les menaces que présentent les médias pour la démocratie? Quelles sont les limites du quatrième pouvoir ou du contre-pouvoir? Que constituent les médias dans le régime démocratique béninois? Voilà un ensemble de questions qui fera le menu de cette émission à travers le thème médias et démocratie. Pour en débattre, nous recevons dans ce studio Monsieur Lauro Augustin. Il est journaliste communicant. Il est également auditeur en master recherche sciences politiques fondamentales à l'université d'Abomey-Calavi. Monsieur Lauro, bonsoir. Bonsoir Fontaine. Bienvenue dans ce studio. Alors, pour animer cette émission, je serai accompagné par Josaphat Lafia. Josaphat, bonsoir. Bonsoir Fontaine. Chers amis auditeurs, bonsoir. Chers invités, bienvenue sur Savoir politique. Merci Josaphat. Si vous suivez pour la première fois cette émission à caractère pédagogique du Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi, en partenariat avec Océan FM, sachez que vous pouvez rattraper les anciens numéros sur notre chaîne YouTube juste en tapant CESPO Média. Comme à l'accoutumée dans cette émission, vous allez suivre la chronique sur le thème du jour autour de 18h30. Fontaine. Alors, première question, Augustin Lauro. Je précise que nous avions prévu 2 invités sur cette émission, comme la bande annonce l'a précisé, mais malheureusement notre deuxième invité ne pourra pas être présent, indépendamment de sa volonté. Et donc nous avons Augustin pour échanger sur le thème. Augustin, nous avons l'habitude de clarifier les concepts au début de l'émission pour permettre, parce qu'il s'agit quand même d'une émission à caractère pédagogique, pour permettre à nos auditeurs de bien comprendre quand nous allons entrer vraiment dans le fond du sujet. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre par démocratie? Merci Fontaine. Je vais commencer par dire que étymologiquement, le mot démocratie, c'est un thème qui a été forgé par les Athéniens. Et démocratie, chez eux, ça veut dire démocratia, qui est composé de 2 mots. Demos qui veut dire peuple, et kratos, pouvoir. Si nous voulons emprunter la définition de Abraham Lincoln, nous dirons simplement que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et il savait que cette définition pose un problème que les gens n'ont pas l'habitude d'évoquer. Quand Abraham Lincoln, ancien président des États-Unis, définit la démocratie comme étant le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, il faut reconnaître que cette définition excluait les femmes, les enfants et les esclaves. De même, quand nous prenons la définition de Abraham Lincoln, il faut reconnaître qu'il se pose aussi un petit problème d'explication des thèmes. Quand on dit du peuple, gouvernement du peuple, c'est qui ce peuple? Ce premier peuple que nous avons, c'est qui? C'est nous, c'est la population. Par le peuple, c'est qui? Par le peuple, c'est la population qui jouit de ses droits de vote. Ici, au Bénin, la loi dit qu'il faut avoir au moins 18 ans. Avant de pouvoir exercer son droit de vote. Exactement. Pour le peuple, c'est encore nous. Eh bien voilà. Et il faut reconnaître aussi que quand nous parlons de démocratie, la littérature contemporaine nous permet d'avoir 2 types de démocratie. Et nous avons la démocratie minimaliste
par opposition à la démocratie substantielle. Et la démocratie minimaliste, il faut dire que c'est cette démocratie-là qui est basée sur les droits politiques et sur les élections. Il faut donc comprendre que ceux qui supposent que voilà les alternances à la tête d'un pays, l'organisation régulière des élections, que c'est une démocratie, oui, ils ont raison, on ne peut pas refuser ça. Et donc on a un auteur, il est économiste et professeur de sciences politiques, il s'appelle Joseph Schumpeter. Et il dit par exemple que la méthode démocratique est un système institutionnel aboutissant à des décisions politiques dans lequel des individus acquièrent le pouvoir de statuer sur des décisions à l'issue d'une lutte concurrentielle portant sur les votes du peuple. Et donc il faut que je soulève aussi la question de la démocratie substantielle. C'est cette démocratie-là qui est basée non seulement sur les droits politiques, mais aussi sur les droits économiques et les droits sociaux. Vous comprenez donc qu'on ne peut pas parler de démocratie sans parler de développement, parce que c'est très important. Alors, merci beaucoup pour cette précision par rapport à la démocratie minimaliste et la démocratie substantielle. On a également différentes formes de démocratie. On parle de démocratie représentative, démocratie. Est-ce que vous pouvez aborder un peu ces détails pour nos auditeurs? Bien sûr, la démocratie représentative, et je vais revenir un peu sur d'où est partie la démocratie. Et comme je l'ai dit, la démocratie est née à Athènes, voilà. Et comment est-ce que c'est né? Voilà un peuple qui a, par exemple, décidé que sa population, les citoyens, tous puissent participer à la vie publique. Mais quel type de citoyen va participer à la vie publique? On ne peut pas prendre n'importe qui. Il faut quand même que les gens en qui on a détecté un certain nombre de talents puissent quand même venir participer à la vie publique. Donc c'est de là qu'est parti même le mot démocratie. Et comme je l'ai dit, en ce temps, les esclaves ou ceux qui ne vivaient pas sur le territoire grec n'étaient pas impliqués dans ce processus. Donc quand on parle de démocratie représentative, c'est-à-dire il faut que voilà tous les représentants du peuple, chez nous ici au Bénin, nous parlons des députés, les élus de la nation qui siègent à l'hémicycle, tout ça. Voilà brièvement quand on parle de démocratie représentative. Voilà. Donc en d'autres termes, le peuple désigne des personnes qu'il représente au niveau des institutions. Pour exercer en leur nom. Pour exercer en leur nom, voilà. D'accord. Nous ne parlons pas que de démocratie ce soir, nous parlons également de médias. C'est bien pour cela que le thème de l'émission est intitulé Démocratie et médias. Et j'ai bien envie de vous demander cette fois-ci, que désigne-t-on par le terme média? Merci Josaphat. Alors, le terme média, de façon très simple, on pourrait dire que ce thème, c'est le pluriel. C'est le pluriel du mot médium, qui est d'origine latine. Et donc, c'est pas rabut parfois que dans la rédaction française, nous mettons un S à média pour dire les médias. Sinon, normalement, c'est le médium. Le médium qui est en quelque sorte l'intermédiaire entre quelque chose et l'autre. Et donc, média, c'est tout canal que l'on pourrait utiliser pour la diffusion ou pour la distribution ou pour la communication. Et donc, vous comprenez donc que le média est comme un intermédiaire entre le diffuseur et l'audimat, c'est-à-dire l'audience. Et donc, à travers la presse, à travers la radio, à travers la télévision, même le cinéma et aujourd'hui Internet, qui est d'une grande ampleur, voilà, donc on peut parler de médias. Et voilà. Toutes les autres formes de télécommunication qui existent. Exactement. D'accord. Alors aujourd'hui, l'autre nom qu'on utilise pour désigner les médias, c'est le quatrième pouvoir. Le quatrième pouvoir après justement les pouvoirs que nous connaissons, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Alors pourquoi donc appelle-t-on ou qualifie-t-on les médias de quatrième pouvoir? Merci Fontaine. Tu as su bien énumérer les trois pouvoirs tels que énoncés par Montesquieu dans son ouvrage L'Esprit des lois. Alors, vous savez, chez nous, tout à l'heure, on a parlé des représentants du peuple à l'Assemblée et qui ont un rôle
primordial et qui est d'ailleurs reconnu par notre constitution, la constitution béninoise de 1990. Leur rôle, tel que énoncé dans la constitution, c'est les députés, doivent contrôler l'action de l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement. En plus de légiférer, bien sûr. Exactement, en plus de légiférer. Si on demande pourquoi est-ce que on désigne la presse comme étant le quatrième pouvoir, c'est simplement parce que dans un pays, dans une société libre qui reconnaît vraiment les droits de ceux qui sont dans ce métier, les journalistes, par exemple, ils sont chargés de contrôler, ils sont quelque soit les gardiens de l'État. Ils sont chargés de contrôler les abus du pouvoir et de les dénoncer. Donc, simplement pour ça, on peut dire que la presse est le quatrième pouvoir. Vous voulez dire que dans leur métier, dans leur travail quotidien qui consiste à aller à la quête de l'information, à traiter, à diffuser l'information, les journalistes étant neutres, c'est-à-dire c'est un principe qui régit le métier du journaliste. Il doit être neutre, il y a la neutralité, il y a l'impartialité. Et donc, ces principes-là qui interviennent dans l'exercice de son métier font qu'il est appelé à dénoncer quand ça ne va pas. Et bizarrement, c'est ce qui ne va pas que nous disons. Quand ça va, on n'en parle pas. C'est ce qui ne va pas qui attire notre attention. Donc, c'est en jouant ce rôle, c'est bien ça, hein, en dénonçant au plan politique tout ce qui ne va pas que le journaliste ou alors les médias contribuent donc à influencer le pouvoir et par là donc prennent le nom de quatrième pouvoir. Si j'ai bien compris vos explications. Oui, je pense que tu as su bien établir le distinguo. Tu as mis un accent particulier sur le fait que c'est lorsque le journaliste essaie de dénoncer ce qui ne va pas qu'il s'inscrit parfaitement dans cette dynamique de quatrième pouvoir. Mais quand tu dis ce qui va, personne n'a besoin de ce qui va bien. Nous avons besoin de ce qui ne va pas afin d'apporter notre touche aussi bien soit à l'autorité étatique afin qu'il puisse améliorer les choses. Donc ce qui va, le journaliste normalement n'a pas le droit de nous le dire. Ça entre déjà dans le cadre de la communication politique. Si vous nous dites ce qui va bien, on n'en a pas besoin. On a besoin de ce qui ne va pas bien afin d'apporter notre touche. Donc là, vous allez dans le même sens que le dramaturge français Honoré de Balzac qui disait tantôt en 1840, la presse est en France le quatrième pouvoir dans l'État. Et elle attaque tout et personne ne l'attaque. Elle blâme à tort et à travers. Elle prétend que les hommes politiques et les scientifiques lui appartiennent. Et donc, tant que c'est mauvais, nous le disons. Quand c'est bon, ça ne nous regarde pas. Exactement. Tant que c'est mauvais, nous le disons. Tant que c'est bon, ça ne nous regarde pas. Eh bien, Augustin Laoroux, quel est le lien qu'on peut établir entre médias et opinion publique? Merci. Lien entre médias et opinion publique. Il faut reconnaître que les médias ont pris des années, je ne veux pas dire des décennies, pour construire ce que nous pouvons appeler une personnalité. Bon, ce ne sont pas des humains, mais en fait, ce sont des humains qui font les médias. Voilà, vous voulez dire une réputation, exactement, une certaine notoriété. Une certaine notoriété, une réputation. Et qu'il s'agisse des élections, qu'il s'agisse de quelque situation ayant rapport avec la société, les médias ont construit une réputation, quitte à ce que tout ce qui sort des médias paraît juste, paraît bon, paraît vrai. Alors, le public qui est censé opiner sur certains faits de la société donnée, lorsque ce public reçoit une information qui provient des médias, qui provient de la presse par exemple, parfois ces informations sont comme des données dogmatiques, c'est-à-dire c'est bon, c'est parfait. On en tient compte tout de suite. Une vérité d'évangile. Oubliant que ce sont après tout des humains qui ont fait cette information. Et dans la corporation, voilà, on a par exemple des journalistes qui n'ont pas le souci de la vérification de l'information à travers par exemple la multiplication des sources, et ils vous balancent ces informations crues. Mais c'est un principe cher au métier, hein? Exactement. Et parfois tu vois la course vers les scoops et autres font que sans vérifier une information, on vous
la jette, voilà, au visage comme ça. Alors l'opinion publique peut très vite être manipulée. Voilà. Et surtout, je ne veux pas parler ici des hommes politiques, mais on va le dire. Si un homme politique a envie de manipuler, voilà, le public, si un homme politique a juste envie de, voilà, de conserver son électorat, il y a certaines informations qu'on vous balance tout de suite et vous prenez ça pour des vérités absolues et vous travaillez avec et vous réagissez par rapport à ces informations. Donc vraiment, le lien entre les deux, c'est bien cela. Les médias, ils ont bâti une réputation au fil des ans. Ces réputations ont fait qu'aujourd'hui, voilà, l'opinion publique essaie de prendre les informations crues. Donc on peut alors dire que les médias, avec le temps, quand même, contribuent à la fabrication de l'opinion publique. Exactement. Les médias contribuent à la fabrication de l'opinion publique. Et il faut aussi dire, il y a quelque chose que je peux appeler un retour vers l'autre côté. C'est-à-dire que les journalistes aussi peuvent se baser sur l'opinion publique et donner certaines informations. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il est toujours bien que ces informations puissent passer par le laboratoire de la vérification. Il faut toujours vérifier les informations avant de les publier. Toutefois, la tendance est plus penchée vers l'autre côté, c'est-à-dire c'est surtout du côté des médias vers le public que du côté du public vers les médias. Voilà. D'accord. Nous l'aurons bien compris, mais parlons toujours de médias dans la société. Aujourd'hui, nous avons bien envie de savoir, Monsieur Augustin Laourou, en quoi les médias influencent-ils l'organisation politique au sein des sociétés aujourd'hui, de manière concrète? Alors, de manière concrète, vous-même vous l'avez déjà dit, il y a ce que nous appelons la construction de l'opinion. Et nous inscrivant dans le champ politique, on peut dire que les médias constituent de véritables canaux de propagande et de diffusion d'informations à caractère politique pour les hommes politiques, bien sûr. Alors, les hommes politiques s'en servent pour convaincre leur clientèle électorale. Et il y a un philosophe et théoricien français qui s'appelle Jean Baudrillard. Il disait que l'enjeu dans les médias, c'est que ça communique et que ça continue de communiquer. Et il a été très pessimiste sur le fait qu'on lui demande, mais le discours politique, est-ce que le discours politique doit être vrai ou doit-il être faux? Jean Baudrillard a dit, le plus important, c'est pas que le discours politique soit vrai ou faux, mais il faut que le discours politique soit opérationnel. C'est-à-dire, il faut que ce discours puisse faire croire. Voilà, il a utilisé cette expression, fait croire. Donc, le public qui consomme tout ce qui ressort des médias, on lui fait croire telle chose. Donc, voilà, le public l'accepte. Le public prend cette information, voilà, et évolue avec. On peut dire que le principal rôle des médias dans la sphère politique, c'est surtout de permettre aux hommes politiques de gagner, de remporter une élection, par exemple. Voilà, de continuer toujours à convaincre, de permettre aux hommes politiques de continuer toujours à faire la publicité autour de leur personnalité, de continuer à conserver leur électorat. Et donc, on dira que les médias sont des canaux de diffusion de l'information, ces canaux où les citoyens et les citoyennes se forgent une opinion, choisissent l'option politique qu'ils porteront dans les urnes, choisissent leur parti politique en fonction donc des situations politiques du moment. Et donc, les médias influencent beaucoup, on peut le dire sans risque de se tromper, influencent beaucoup donc l'opinion publique et tout ce qui est choix en matière politique dans la société. Évidemment. Alors, lorsque l'on évoque la liberté de la presse, la liberté d'expression comme des droits, mais également comme des principes démocratiques, à quoi fait-on concrètement allusion? Parce que là, nous sommes en train de parler de médias, de démocratie, du lien qu'il pourrait y avoir entre médias et démocratie. Alors, lorsqu'on évoque les principes comme la liberté de presse, la liberté d'expression, à quoi fait-on concrètement allusion? Alors, cette question, elle est très pertinente et je pense que ça pourrait même, je dirais même si c'était seulement cette question qui avait été posée,
une fois que je suis dans les locaux ici, je dirais oui, on a fini l'émission. Parce que vous savez, les questions de liberté de presse sont des questions très délicates. Par rapport à cela, je vais simplement dire qu'on fait allusion à la restriction ou à la non-restriction de la liberté d'opinion ou de la liberté de presse. Vous savez, dans une société libre, lorsque la presse, les médias ne sont pas soumis à un contrôle excessif de la part du pouvoir public, lorsque les médias ne sont pas influencés, ne sont pas soumis à l'influence financière, aussi bien provenant du pouvoir public ou du domaine privé, lorsque les médias ne sont pas soumis non plus aux pressions économiques, aux pressions sociales, tout ça, provenant des médias privés, alors là, la presse, on pourrait dire qu'elle est libre. On pourrait dire que la presse est libre. Mais lorsque la presse n'est pas libre, ça pose un problème. Il y a John Stuart Mill, c'est un économiste britannique, qui disait que ce qu'il y a de particulièrement néfaste à imposer silence à l'expression d'une opinion, c'est que cela revient à voler l'humanité, tant la postérité que la génération présente, aussi bien les détracteurs de cette opinion que les détenteurs de cette opinion. Vous aurez compris avec moi que il est très important de ne pas restreindre la liberté d'expression. Et si vous le permettez, il y a le président Barack Obama, l'ancien président Barack Obama, qui, juste quelques jours après son accession au pouvoir, a signé ces décrets. Et dans ces décrets, il disait par exemple que l'administration publique américaine n'a pas le droit d'empêcher les journalistes d'avoir accès à certaines informations. Et il justifiait cela par le fait que lorsque les journalistes auront accès à ces informations pourront permettre par exemple de révéler si entre-temps il y a un acteur, il y a un administrateur, quelqu'un qui opère dans l'administration publique qui aurait commis des fautes graves par exemple, et que les informations, les publications des journalistes pourront par exemple permettre de mettre la lumière sur certaines fautes graves qui auraient été commises. Alors, parlant de liberté d'expression, de liberté de presse, je voudrais rappeler que c'est si important que le 3 mai a été proclamé Journée mondiale de la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993. Une institution qui vient entre autres en réponse à l'appel des journalistes africains qui, en 1991, ont proclamé la déclaration de Windhoek sur le pluralisme et l'indépendance des médias. Et en juin 1978, Alexandre Solzhenitsyn, s'adressant à des étudiants de Harvard, lançait cet avertissement aux démocraties occidentales. Il disait « La presse est devenue la force la plus importante des États-Unis. Elle dépasse en puissance les 3 autres pouvoirs, les pouvoirs que j'ai rappelés tout à l'heure en introduisant cette émission, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, législatif et le pouvoir judiciaire. » Est-ce qu'on peut dire cela de nos médias au Bénin et dans les pays africains aujourd'hui? Merci beaucoup. Je vais dire tout de suite, non, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire parce que... Vous êtes catégorique. Oui. Permettez que je sois catégorique. Oui, non, allez-y. Non, on ne peut pas le dire parce que, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, voilà, la force d'une presse réside dans le fait que cette presse ne soit pas soumise à un contrôle excessif des pouvoirs publics. La force d'une presse réside dans le fait que cette presse-là... je ne vous interromps pas, mais vous parlez de contrôle excessif. Ça veut dire que si c'est juste un peu de contrôle, là, ça va encore, c'est bien ça. Le juste dont vous parlez, en réalité, c'est par exemple les codes de déontologie, c'est par exemple des lois et autres qui vont quand même permettre de quadriller les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. D'accord. Donc quand je parle de contrôle excessif, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que nos hommes politiques soient trop impliqués dans le contrôle, qui ne soit pas vraiment trop dur, si vous le permettez l'expression. Donc, comme je disais, une presse forte, c'est cette presse-là qui est indépendante financièrement. C'est une presse
dont les patrons, par exemple, les patrons des organes, soient capables vraiment de bien payer leurs employés, ce qui n'est pas le cas malheureusement au Bénin ici. Et donc, il y en a quand même qui payent bien. Oui, bon, on peut les compter au bout des doigts. Donc voilà, je pense que quand cet auteur parle de la force de la presse, c'est un peu ça. Il suffit simplement que vous achetiez un article de presse chez nous ici. Je suppose, on est dimanche aujourd'hui, demain matin, descendez dans la rue de Cotonou, achetez un article de presse. Vous vous rendez à l'évidence tout de suite en lisant un titre. Vous pouvez classer tout de suite ce journal. C'est-à-dire l'organe qui édite ce journal-là, vous pouvez le dire si cet organe est du côté du pouvoir en place ou non. Et c'est bien dommage. Monsieur Lauro, au-delà du lien qu'on peut faire entre médias et démocratie, il s'agit quand même aussi de voir dans quelle mesure les médias contribuent à la démocratisation, à l'avancement du processus démocratique dans nos États. Et là, tout de suite, lorsque vous parlez du pouvoir de la presse en Afrique, il faut avouer que depuis 60 ans aujourd'hui, le nombre d'organes de presse, la liberté d'expression a beaucoup évolué. Et tout ça grâce aux médias notamment. Et pour ajouter quelque chose rapidement, je dirais même que la plupart des scandales qui ont été dénoncés pour éveiller quand même la conscience des citoyens quand même l'ont été par le biais des médias. Et donc il ne faut pas aussi voir l'autre côté de la chose où j'espère que c'est là que vous voudrez. Exactement. Je suis parfaitement d'accord. Que dans le lot, on ne peut pas tout de suite mélanger tous les organes de presse. Il y en a qui font du bon travail. Il y en a qui font du bon boulot. Mais ce qui est frappant, c'est que vous remarquez tout de suite que voilà, cette presse, vous lisez un titre qui est vraiment gonflant, vous lisez tel titre. Voilà, c'est bien dommage. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas ailleurs. Il faut reconnaître toutefois aussi les mérites de ces organes de presse qui essayent de faire l'effort. Je ne veux pas parler, même s'il y a ça, on ne veut pas parler de l'instrumentalisation de la presse, parce que chez nous, voilà, écoutez, on a des chefs, on a des hommes politiques qui sont des patrons de presse, on a des actionnaires, oui, on a des hommes politiques qui sont des actionnaires dans des entreprises télévisuelles, dans des entreprises de radiodiffusion. Et là, avec tout ça, si on peut essayer, par exemple, de régler un tant soit peu ces petits problèmes-là, je pense que ça irait très bien. D'accord. On vous aurait compris, monsieur Augustin Lauro. Alors, monsieur Lauro, l'autre question que nous avons envie de vous poser, c'est de savoir si au Bénin, dans notre système démocratique actuel, les médias jouent efficacement leur rôle. Tout à l'heure, nous avons évoqué l'Afrique, le Bénin également. Mais si on revient au Bénin, le cas béninois précisément, les médias, est-ce que leur rôle? On a parlé de liberté de presse, on a parlé de liberté d'expression. Et si on revenait sur la question? Est-ce que les médias béninois jouent efficacement leur rôle? Parce que certains font remarquer que dans notre système démocratique actuel, on entend dire les médias ne jouent pas efficacement leur rôle et sont loin de constituer un quatrième pouvoir pour servir la démocratie. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Oui, je l'ai dit dans mes toutes dernières réponses. J'ai dit qu'aujourd'hui au Bénin, c'est vrai que dans toute l'Afrique, on a ce cas qui est remarquable. Voilà, vous allez remarquer, il y a des organes de presse. Il y a des organes de presse qui aujourd'hui ne peuvent pas dire de façon délibérée, oui, nous sommes vraiment indépendants. Oui, le travail que nous le faisons sur notre conscience professionnelle. Je pense que les gens auront de la peine à le dire. Ça fait que franchement, moi aussi, j'ai de la peine à dire que oui, la presse béninoise joue vraiment un grand rôle dans le processus démocratique de notre pays. Il y a trop, si vous le permettez, il y a trop de la communication. Aujourd'hui, moi, je vois que nos journalistes ne font plus le boulot, mais ils font de la communication. Parce que imaginez, lorsque vous voulez lire un article de presse et que chaque fois, vous n'allez découvrir que voilà des conférences de presse, des points de presse, des ateliers de ci. Non, c'est bien dommage. Si vous prenez, si en temps on vous raconte l'histoire, par exemple, des journalistes qui ont mené des enquêtes dans le cadre du Watergate, qui a basculé et qui a fait
déstabiliser voilà le régime du président Nilsson, vous allez vous demander, mais chez nous, qu'est-ce que nous faisons? C'est un peu difficile. Donc tout de suite, on ne peut pas le dire. Peut-être on attend encore quelques années pour d'ici, voilà, la presse joue réellement son rôle. Alors, si on doit essayer de faire une sorte de diagnostic pour voir ce qui est à la base de cette dépendance des médias, cette dépendance de la presse, quelles sont les causes qui peuvent être réellement à la base de ce genre de situation? Oui, des causes qui peuvent être à la base de ce genre de situation, entre autres, je pourrais parler des lois, l'inexistence des lois. Oui, les lois par exemple qui fixent les cadres d'exercice des hommes des médias. Et voilà, tout à l'heure j'ai évoqué un problème, celui du salaire des employés qui sont dans les organes de presse. Par exemple, est-ce que chez nous au Bénin il existe une loi qui fixe les salaires des employés, que ce soit dans les structures privées? Je ne pense pas, ça n'existe pas, alors que ça doit être ça. Le grand problème, c'est que nous devons manger. Les gens aujourd'hui sont dans des organes de presse et ils vont couvrir des événements. Ils sont obligés de prendre ce que nous appelons le per diem parce que dans leur organe, ce qu'on leur paye à la fin du mois, c'est rien comparativement au travail qu'ils font. Donc ça fait que parfois, on a des journalistes qui montent, qui vont près des hommes politiques, qui sont obligés de le faire parce qu'au moins ça leur permet d'avoir le gain. Donc il est nécessaire d'établir des normes communes au niveau du métier pour pouvoir faciliter quand même le travail des hommes des médias. C'est capital. Non, mais par rapport à la rémunération des hommes des médias, il y a quand même une convention collective qui existe en la matière. Seulement que quant à l'application, je ne pourrais opiner, je ne pourrais dire ici que cette convention collective est effectivement appliquée telle qu'il faut. Et effectivement, on pourrait dire, en analysant un peu la situation, que le fait que les hommes des médias n'arrivent pas vraiment à vivre de leur métier fait que parfois ils sont appelés à laisser l'information de côté et à évoluer vers la communication. Après tout, on travaille pour pouvoir survivre, et lorsque votre travail n'arrive plus à vous permettre de survivre, vous êtes obligé quand même d'outrepasser certains principes qui régissent le métier, comme la neutralité, l'impartialité. Je crois que c'est ce que notre invité essaye quand même de nous expliquer. On va rapidement suivre la chronique de ce numéro de votre émission Savoir Politique, et ensuite on revient dans ce studio pour continuer l'émission. Considérés comme quatrième pouvoir, les médias ont depuis fort longtemps fait objet de grands débats d'idées et de réflexions chez de nombreux chercheurs. Bien avant le processus de la dernière vague de démocratisation des années 90 dans le monde, et précisément en Afrique, ils ont toujours suscité divers questionnements. Il s'agit par exemple de savoir si les médias peuvent contribuer à l'avènement d'une société plus démocratique. À ceux qui fréquentent les réceptions organisées à l'occasion de la remise de prix aux journalistes, ou les conventions de American Society of Newspaper Editors, ou encore les cérémonies de remise des diplômes des écoles de journalisme, la question paraîtra quelque peu routinière et usée. Pour ces derniers, les médias peuvent évidemment contribuer à assurer un fonctionnement plus démocratique de la société. Le rôle de la presse étant d'assurer une meilleure information de l'électorat et des citoyens mieux informés, c'est donc l'assurance d'une démocratie meilleure et plus aboutie. Telle est la réponse des journalistes. Les observateurs extérieurs estimeront peut-être que c'est là une réponse bien naïve à une question quelque peu simpliste. La plupart des spécialistes des sciences humaines et des sociologues qui se penchent sur les faiblesses des démocraties occidentales ne voient pas dans les médias une cause majeure du malaise démocratique, mais plutôt les héritiers d'un système politique anémié. L'élaboration du processus politique, affirme-t-il, ne passe pas par une réforme des médias. Pour certains éminents spécialistes, l'on prétend que le problème de la démocratie moderne réside non pas dans une insuffisance, mais dans un excès de participation et, sans doute, aussi d'information. Si les médias voulaient exercer une action salutaire, ils tenteraient de décourager les citoyens de s'intéresser à la politique. Michael Schutzon estime pour sa part que les médias peuvent contribuer à une plus large démocratisation de la société et qu'il est de leur devoir de s'y employer. Mais de quelle façon? Telle est la question.
Plus précisément, compte tenu de l'opinion des sceptiques qui dénient à la presse tout pouvoir d'exercer la moindre influence sur le processus politique, peut-on valablement assigner aux médias une quelconque mission politique? Il n'est pas pour autant question de prétendre que les médias ont ou devraient avoir pour seul but de contribuer à l'amélioration du processus démocratique. Le but des médias est de faire gagner de l'argent à leurs propriétaires, de fournir du travail à leurs employés, de s'assurer une position prestigieuse parmi leurs confrères, de divertir leur public, des buts parfaitement légitimes. Mais les médias prétendent également être investis de la mission d'informer le peuple afin de rendre possible l'exercice d'un gouvernement démocratique et revendiquent des droits et des privilèges particuliers que justifie leur statut de quatrième pouvoir. Au Bénin, les pratiques dans l'espace médiatique audiovisuel illustrent bien cette perception du rôle que joue la presse en général. À travers les titres des journaux et des émissions d'opinion, on aperçoit clairement la part active des médias dans l'animation de la vie démocratique par des acteurs politiques. Mais qu'id du rôle des médias et de l'opinion publique? Pour ceux qui partagent les travaux de l'Américain Walter Lippmann sur l'opinion publique, de Gerald Pomper et autres critiques sur les partis politiques, de Samuel Huntington et autres auteurs sur l'ingouvernabilité des grandes démocraties libérales modernes, il n'est guère facile de prendre au sérieux les platitudes sur la démocratie qui sont monnaie courante dans les milieux journalistiques et dans leur entourage. Les journalistes et ceux qui les forment adhèrent encore à un idéal démocratique classique au contour imprécis. Ce n'est d'ailleurs pas un mal en soi. Les jugements les plus réalistes sur la démocratie donnent de la situation une vie pessimiste qui décourage davantage tout espoir de changement. À vrai dire, l'imperméabilité du journalisme aux théories contemporaines en matière de démocratie présente certains avantages. C'est peut-être une bonne chose que les médias fassent s'ils œuvraient efficacement à l'éducation des masses au sein d'une démocratie pleine de sève et de vitalité. Après tout, et quoi qu'en pensent les spécialistes de la science politique, c'est parfois le cas. En revanche, les médias devraient se montrer délibérément schizophrènes dans leurs efforts pour assumer un rôle politique en faveur de la démocratie. Il leur faudrait tout à la fois se comporter en champion de ce type même de démocratie impossible à réaliser, si l'on croit les théoriciens, et faire face à une imagination aux réalités politiques contemporaines telles que les ont observées les politistes. Dans un article célèbre de 1973 publié sous le titre « L'opinion publique n'existe pas », Pierre Bourdieu s'est ainsi attaché à démontrer que l'opinion publique telle que présentée par les sondages ne serait pas une construction artificielle. Dans une vision classique de la démocratie, il est indispensable de mieux informer les citoyens rationnels. Supposons que les citoyens se comportent rationnellement, qu'ils s'intéressent aux affaires publiques et puissent véritablement participer à la vie politique. Ce sont là des conditions que la théorie classique de la démocratie tient pour acquises, tout comme les tient aussi pour acquise la conception classique du journalisme qui, dès lors, assigne aux médias d'aider les citoyens à acquérir une compréhension adéquate des problèmes politiques, pour reprendre l'expression de Robert Dahl. Cette mission constitue depuis longtemps et doit demeurer l'un des objectifs essentiels des médias. Alors voilà, c'était à l'instant la chronique signée par Clément Achadé avec la voix de Onias Mora Espoir Gaba. Tous les deux, ils sont de l'équipe du CESPO, Média CESPO, Centre d'études sociologiques et de sciences politiques. Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi, un laboratoire dirigé par le professeur Hygien Kakai, agrégé de sciences politiques. Monsieur Augustin Laourou, vous avez suivi cette belle chronique qui nous a été proposée par le duo Clément Achadé et Moura Gaba de l'équipe CESPO Média. Et là, tout de suite, je vais bien vouloir recueillir vos impressions après cette chronique. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les médias sont des entreprises dont la responsabilité sociétale est aussi importante que leur responsabilité en tant qu'entreprise classique? Évidemment, et je pense que la chronique a su bien mettre l'accent sur ça. Et le chroniqueur a dit par exemple que les entreprises devront se comporter en champions de la démocratie, si tant est qu'aujourd'hui
on observe mal le rôle de la démocratie, le rôle de la presse, des médias dans le processus démocratique de nos États. Donc les entreprises de presse doivent normalement ou devraient être vraiment des entreprises classiques où on doit leur assigner vraiment un rôle propre qui est le leur en matière de redynamisation de la démocratie au sein de nos États. Voilà. Effectivement, dans la chronique, le chroniqueur est revenu plusieurs fois sur le rôle qui est celui des médias dans le système démocratique. Et ce que je voudrais demander, c'est à quoi est-ce qu'on pourrait mesurer l'influence des médias? Quels sont ces signes-là qui peuvent vraiment nous montrer que les médias ont un impact sur la démocratie? Alors, c'est si simple. La première des choses, c'est la transparence. La transparence dans la gestion de la chose publique par les gouvernants. Parce que lorsque le gouvernant, l'homme politique, il prend conscience que il y a, par exemple, une presse qui est là, qui est comme un chien, qui le guette et qui va devoir lui demander de rendre des comptes, il sera obligé de bien gérer, et d'où on aura la transparence dans la gestion de la chose de l'État. Voilà. Il est donc nécessaire de travailler au renforcement du pouvoir des médias dans nos États, si je comprends bien ce que vous dites, ce que vous disiez. Et Serge Halimi, disciple du sociologue Pierre Bourdieu, assimile les journalistes à de nouveaux chiens de garde. Il fait d'eux à la fois les complices des puissants et leurs propagandistes zélés. Dans les deux cas, est-ce que les médias béninois devraient jouer ce rôle? Non, les médias béninois ne devraient pas jouer ce rôle. Et il faut faire la part des choses. Et ce rôle ou ces deux rôles incombent aux communicants, aux communicateurs. Quand vous êtes journaliste, il y a des règles, il y a des principes qui régissent ce métier, le métier de journaliste par exemple. Donc le journaliste, c'est pas celui qui est là à acclamer les mérites d'un homme politique, c'est pas celui qui est là à faire la propagande autour de la personnalité d'un homme politique. Par contre, il est là pour le contrôler, pour dire si telle action qu'il a menée, si cette action elle est bonne ou pas, et d'informer le public qui va prendre cette information et va jouer aussi pleinement son rôle de citoyen dans le processus de développement. Et donc je pense que les journalistes ne devraient pas jouer ce rôle, ils ne sont pas des communicateurs. Mais si jamais un journaliste, il savait qu'un journaliste devienne un communicateur, alors il est libre. Il y a aussi des principes et des règles qui régissent évidemment le métier de communicateur. Voilà, donc il va rester de l'autre côté où il sera dans son rôle de journaliste. Voilà. Donc ce que nous appelons chez nous ici communément les clébés ne devraient être en aucun cas assimilés aux journalistes, bien sûr. Non, pas du tout. Oui, le problème que je perçois, c'est que vous dites que les médias devaient travailler à être à ne exercer que leur métier de passer l'information, ne pas faire de la communication. Mais nous sommes dans un contexte où, vous l'avez évoqué dans vos propos, des hommes, des acteurs politiques sont actionnaires dans des sociétés de presse, dans des médias qui existent sur notre territoire. À partir de ce moment, vous ne pouvez pas exiger que ces médias soient neutres, parce que ils mangent quelque part, et là où vous mangez, vous ne pouvez pas déféquer là, parce que là où vous mangez, vous ne pouvez pas critiquer là où vous... Donc il y a un problème. C'est un peu difficile ce que vous demandez quand on analyse un peu le contexte dans lequel on se trouve. Évidemment, Fontaine, et c'est là en quelque sorte quelques-unes des limites de la presse béninoise. Vous ne pouvez pas, on dit souvent, vous ne pouvez pas être en même temps en train de chanter et être en train de danser à la fois. C'est pas possible. Il faut faire la part des choses. Quand vous êtes, il n'est pas dit que voilà un homme politique qui est actionnaire dans une société, dans une entreprise de presse, et il finance, voilà, c'est lui qui finance. Mais écoutez, il y a ce que nous appelons la conscience professionnelle au sein de
de la corporation, voilà, du métier. Et donc, ce sera vraiment difficile. Et c'est très compliqué. Je comprends parfaitement, c'est très compliqué. Du coup, l'une des limites de la presse béninoise, c'est bien cela. On a des acteurs politiques qui sont en même temps des actionnaires au sein des entreprises de presse et autres. D'où le journaliste n'est vraiment pas libre, il n'est pas indépendant, il n'est pas libre financièrement. Donc, ça pose un véritable problème. Mais où est-ce que vous mettez alors le sacerdoce du métier de journalisme? Parce que, après tout, quand même, on ne devient pas journaliste pour devenir riche. Parce que si vous voulez devenir riche, autant devenir commerçant ou faire un autre métier. Parce que lorsque je vous entends parler, on a comme impression qu'on peut tolérer en fait que des journalistes ou que la presse ou que les organes de presse ne jouent pas leur rôle d'éclaireur dans la société. Alors non, j'affate ce que je dis en fait. Vous savez, il y a un auteur, il dit le journalisme mène à tout à condition de s'en sortir. Mais lorsqu'on dit le journalisme mène à tout à condition de s'en sortir, cela ne veut pas dire que tu vas écarter les principes sacro-saints qui régissent ce métier. Alors quand vous travaillez, vous devez manger. Le sacerdoce ne veut pas dire vous ne mangez pas, mais le minimum, vous devez l'avoir quand même. Et si vous n'avez pas ce minimum, vous risquez de tomber dans les dérives. Je pense que le minimum n'est pas la seule chose qui limite en fait les médias dans notre pays, parce que vous savez, il y a aussi pas que dans notre pays mais ailleurs également, il y a aussi la question de la peur, de la crainte, parce que figurez-vous, la haine des journalistes a dégénéré en violence, prévient l'ONG Reporters sans frontières RSF dans son rapport 2019 sur la liberté de la presse dans le monde. Seulement 24% des 180 pays étudiés affichent une situation bonne pour la liberté de la presse, contre 26% en 2018, pour dire que la question de la liberté de la presse est une question fondamentale, au point où, à l'occasion de la conférence internationale marquant la 26e célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, déclarait ce qui suit, je cite, « La liberté de la presse est la pierre angulaire des sociétés démocratiques. » Tous les États, toutes les nations se fortifient par l'information, le débat et la confrontation des points de vue. À l'heure de la multiplication de discours, de défiance et de délégitimation de la presse et du travail journalistique, il est primordial que la liberté d'opinion soit garantie par l'échange libre des idées et des informations fondées sur des vérités factuelles. Fin de citation. On comprend bien que les médias sont tellement importants que leur liberté peut peser dans le baromètre de la démocratie. Et donc, il est important que nous revenons chaque fois sur cette question donc, de liberté de presse, de liberté d'expression. Monsieur Augustin Laoro, que préconisez-vous pour des médias forts, capables de renforcer le système démocratique dans notre pays? Rapidement. Alors, je vais commencer par cette citation de Jane Kittler, journaliste américaine. Elle dit « Il n'est pas facile de vivre avec une presse libre. Cela demande d'être contesté, consterné, critiqué et scandalisé tous les jours sans exception. » Ce qui veut dire que les hommes politiques, ils doivent reconnaître qu'ils ne peuvent pas vivre sans une liberté de presse. Du coup, ils doivent faciliter le travail à ces hommes qui se sacrifient beaucoup pour permettre à ce que l'information parvienne aux populations, ce qui leur permet aussi de faire asseoir leurs idées politiques, leurs convictions et autres. Du coup, ce que je préconise est que voilà, il faudrait vraiment que des lois puissent être votées au niveau de notre hémicycle pour vraiment permettre aux journalistes de mieux exercer leurs fonctions. L'autre chose, il faudrait que les journalistes puissent vraiment se former. Et oui, c'est très important. La qualification. Vous n'avez pas abordé la question des nouveaux médias, mais je voudrais rapidement, si vous le permettez, opiner dessus. Vous voyez aujourd'hui, voilà, il y a le développement de Internet où tout le monde aujourd'hui est journaliste. Permettez-moi le thème. Voilà, ce sont des personnes que moi j'appelle les journalistes citoyens, où voilà, l'espace là échappe à tout contrôle. Il faut vraiment réguler ça. C'est très important. Du coup, c'est important que les journalistes se forment et qu'ils soient qualifiés pour le métier. Voilà. Augustin,
Et si vous y allez directement avec votre mot de la fin, parce que le temps est vite passé, nous sommes au terme de cette émission. Mon mot de fin, c'est simplement dire merci, de vous dire merci, mais merci au CESPO, merci à Radio Océan FM, et voilà, j'espère que de très beaux jours se présentent devant la presse béninoise. Alors, merci à vous, Augustin. Chers auditeurs, c'est ici que prend fin cet épisode de Savoir politique. En 52 minutes, avec Augustin Laourou, Josaphat Lafia et moi avons développé le thème médias et démocratie. Et on retient que les médias libres ont un rôle essentiel à jouer dans l'élaboration du consensus et le partage des informations, deux processus indispensables à l'exercice de la démocratie et au progrès social. Merci à vous, chers invités, Augustin Laourou. Cette émission a été très enrichie par vos interventions. Quant à vous, amis auditeurs, merci pour la fidélité. Si vous venez de vous joindre à nous, allez sur YouTube, tapez CESPO Média et accéder au savoir politique d'aujourd'hui et du passé. Vous pouvez suivre à nouveau ce numéro dimanche prochain à la même heure. Portez-vous bien et prenez le rendez-vous du prochain numéro dans 2 semaines. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir